Bonjour à toutes et à tous. Pardon pour ces quelques minutes de retard. C'est toujours quand on veut se vanter d'être les meilleurs en termes de dématérialisation et de numérique qu'on a des problèmes techniques. Ça, c'est normal et ça fait partie du jeu. Mais au-delà de cette boutade, merci à toutes et à tous pour votre présence. On est très heureux de vous accueillir pour ce séminaire de Paris Place de Droit sur les sujets d'intelligence économique et d'attractivité de notre place par la dématérialisation. On va vous en dire quelques mots tout au long de l'heure qui vient et aussi, bien sûr, échanger avec vous. D'abord, si vous me permettez, vous dire quelques mots de Paris Place de Droit et puis introduire la problématique et surtout présenter nos excellents intervenants que je remercie d'être avec nous aujourd'hui. Paris Place de Droit est une association à but non lucratif qui s'emploie à fédérer le plus largement possible tous les acteurs de notre place de droit pour défendre notre attractivité. Depuis plusieurs décennies maintenant, nous sommes engagés dans une mondialisation qui se fait par les flux financiers. Et ce qu'on oublie trop souvent, pas ici autour de cette table et autour de cet écran, mais de manière plus générale, c'est qu'elle se fait aussi par les normes et par le droit. Et dans ce contexte-là, les différentes places de droit sont en compétition entre elles. Elles ont toutes des atouts à faire valoir. Et Paris est une des hautes places internationales de droit par la présence de très nombreux cabinets, de très nombreux professionnels du droit dans divers domaines, par la présence de la Chambre de commerce internationale également, qui est un acteur clé et l'un des endroits où peuvent se décider des normes, se régler des litiges. Paris Place de Droit, dans ce cadre, mobilise, dans une perspective très vaste, tous les professionnels qui pensent que nous devons défendre cette place de droit, dans le contexte du Brexit, bien sûr, dans le contexte de concurrence avec d'autres places, et aussi pour défendre nos entreprises. Parce que le lien entre la régulation juridique et la défense de nos intérêts, de nos valeurs, est évidemment extrêmement fort. On sait très bien qu'aujourd'hui, le choix de localisation d'un lieu pour régler ces litiges peut avoir un impact sur ce litige-là. Il est important de choisir des places dans lesquelles la justice, publique et privée, est intègre, à l'abri des influences de toute nature et mobilisée uniquement pour appliquer le droit. Notre association est présidée par Franck Jantin, son secrétaire général est Jacques Bouissou, et nous sommes tous très heureux de pouvoir aujourd'hui échanger avec vous. Alors, le sujet dont nous voulons vous parler et dont nous voulons parler avec vous peut sembler extrêmement technique, mais en réalité, il est au cœur de très nombreux enjeux pour notre place de droit, car la dématérialisation est évidemment un des critères sur lesquels aujourd'hui et plus encore demain, les places de droit seront jugées et seront évaluées. Notre pays a de longue date des atouts à faire valoir là-dessus, j'y reviendrai un peu plus tard dans mon propos, mais nous avons été à bien des égards en avance sur les évolutions de dématérialisation. À titre d'exemple, depuis plus de 30 ans, les titres financiers soumis au droit français ne sont pas représentés par des titres physiques, mais sont dématérialisés. Je pense que nous avons été, en la matière, précurseurs. Alors, bien sûr, il y a des difficultés, il y a parfois des freins, il y a des inégalités aussi en fonction des secteurs et des types d'entreprises, mais il y a une mobilisation très forte de notre communauté juridique sur ces enjeux de dématérialisation et la profonde conviction que pour les entreprises, pour l'ensemble des acteurs économiques, ce sont des atouts incontournables. C'est cela que nous voulons parler aujourd'hui avec deux des meilleurs spécialistes de ce sujet que j'ai l'honneur de saluer et de vous présenter. Jean-François Doucet, vous êtes vice-président d'Infogreffe, vous êtes greffier associé du tribunal de commerce de Bobigny. Vous avez supervisé et contribué au développement de tous les nouveaux services et outils digitaux que propose le GIE Infogreffe à destination des différents acteurs de la sphère économique et juridique, et notamment le lancement de Mon Juridique Infogreffe en novembre 2021. Et Simon de Charentenay, vous êtes cofondateur de Mon Juridique Infogreffe, un outil destiné à dématérialiser toutes les démarches juridiques des entreprises grâce à une plateforme en ligne. Vous avez été maître de conférences, expert notamment en blockchain et en legal tech. Vous avez été aussi avocat
et vous dirigez aujourd'hui le très innovant diplôme Legal Tech à l'Université de Montpellier, co-certifié avec le Codex de Stanford. Donc merci à tous les deux pour votre disponibilité aujourd'hui et plus généralement pour votre engagement au long cours sur ces sujets. Je vais vous donner successivement la parole pour que vous puissiez nous exposer les enjeux, les problématiques auxquelles nous faisons face. Donc, cher Jean-François, si vous voulez bien vous lancer. Merci Mathias. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Mathias, je suis donc greffier du tribunal de commerce et au quotidien, notre profession accompagne les entrepreneurs de la naissance à la mort, en passant par des succès et des différents, des succès économiques qui nécessitent donc des organisations et des interactions avec une institution qui est le tribunal de commerce. Et mes propos vont vraiment s'adresser à la digitalisation du tribunal de commerce et comment le tribunal de commerce, par sa numérisation, contribue et a contribué à l'attractivité, bien sûr, de l'économie française, puisque c'est le grand bénéficiaire de ces investissements quotidiens qui sont opérés par les juges et par les greffiers de commerce, et comment donc, cette digitalisation permet à l'entrepreneuriat français de se développer plus efficacement, d'avoir plus de sécurité juridique, et comment cette digitalisation permet de créer des nouveaux usages, notamment avec l'open data, qui permet donc à des agents économiques nouveaux d'émerger et créer de nouvelles richesses et de nouveaux emplois pour notre économie. Alors, si tu peux passer, Simon, donc, voilà, le tribunal de commerce de Paris, tribunal de commerce de Bobigny, tribunal de commerce de Nanterre, des places fortes de l'économie française, des places fortes pour conférer de la sécurité juridique, et des places fortes pour trancher les différends. Si tu veux passer à la slide suivante, les fonctions du tribunal de commerce sont de trois ordres. La première, c'est de trancher les différends entre les commerçants et les personnes morales entre elles. C'est aussi de traiter des procédures collectives de l'entreprise. Et enfin, c'est de gérer les registres à vocation économique qui sont opérés par les greffiers du tribunal de commerce et sous la surveillance du juge, des juges du président ou du juge commis à la surveillance du commerce. On parle bien sûr le registre du commerce en tant que tel, le registre des sûretés, privilèges et nantissements de valeurs mobilières, qui est un accessoire considérable pour garantir le financement de l'économie. Et là, il y a une réforme considérable qui va permettre une accélération de l'attractivité de la France. Derrière tout ça, donc, il y a 141 tribunaux de commerce avec 141 greffes, 3 interfaces digitales que je vais vous présenter. Il y a l'écosystème représentant 5300 personnes au service de l'institution judiciaire, 3300 juges élus, qui sont des chefs d'entreprise, qui représentent l'excellence française dans toutes leurs composantes, de la petite entreprise à la très grande entreprise, avec 2000 collaborateurs de greffe qui aujourd'hui sont au service de l'économie, 5 millions d'actes traités chaque année, 6 millions de sièges sociaux, donc les tribunaux de commerce gèrent l'économie dans tous ces États concernant 6 millions de sièges sociaux. De façon très anecdotique, c'est 1,6 million de cabis téléchargés gratuitement via Mondidenu et c'est 600 000 décisions de justice. Le premier cas, le premier pilier, c'est le registre du commerce. Le registre du commerce est un registre donc, qui est tenu par le greffier. Ce registre a été créé en 1919, donc loin de la création des tribunaux de commerce de Michel de l'Hospital, mais 1919, où c'est un principe déclaratif qui régissait ça. Donc, ça permettait donc à l'économie de devenir administrée en France à l'après-guerre. Et puis, il y a eu une évolution substantielle en 1984, où le contrôle de légalité a été institué, qui résulte de directives communautaires qui imposaient un contrôle de légalité et un renforcement de la sécurité juridique. Donc aujourd'hui, au registre du commerce français, c'est 80% de l'économie française qui s'y trouve, qui est contrôlée, suivie, vérifiée avec des missions de police économique qui appartiennent aux greffiers, notamment dans la gestion des bénéficiaires effectifs, aussi avec des missions de surveillance et de rappel d'obligations légales en coordination avec le juge commis à la surveillance du registre du commerce. Donc, premier registre de publicité en Europe, un outil essentiel. En 1986, donc, les greffiers ont créé Infogreffe, dont la première finalité était de mettre à disposition du public l'information légale sur les entreprises. Donc, en 1986, la base de données du registre du commerce a été constituée
l'ensemble des greffes de commerce de France pour être accessible à tous, déjà en Minitel en 1986. Et puis en 2000, avec l'émergence du web, on a assisté à la numérisation de tous les actes de société, actes constitutifs, qui peut paraître aujourd'hui anecdotique, mais ça a été un progrès considérable quant à l'accessibilité et à la transparence économique. Et enfin, depuis peu, à la libération de la donnée, donc, avec l'open data en 2015, où les greffes des tribunaux de commerce mettent à disposition, alors j'ai noté ce matin parce que je n'avais pas tout ça en tête, 57 jeux de données, 100 000 mises à jour quotidiennes, 34 millions de données accessibles en open data, et ces données aussi nourrissent l'observatoire statistique des greffes des tribunaux de commerce pour permettre à chacun de connaître l'état de santé. Donc ça, c'est le premier point de digitalisation et de numérisation qui a renforcé la confiance, la sécurité juridique, essentielle pour le commerce et l'attractivité française. Le deuxième point dans le registre du commerce, c'est la dématérialisation de la collecte. Doing Business aujourd'hui est un indicateur fort pour classer la France comme un pays de très bon niveau quant à son accessibilité. Aujourd'hui, vous immatriculez une entreprise au registre du commerce et des sociétés. Jusqu'au 31 décembre de cette année, ce n'était pas infogreffe.fr, vous pouviez immatriculer une entreprise. Et on a battu des records l'année dernière, on était à 1,2 million d'entreprises créées, donc ce qui permet de faire de la France une nation d'entrepreneurs. Et c'est passé par la mise en place et la reconnaissance de l'écrit de la signature électronique, la loi du 13 mars 2000, ces décrets d'application en 2001, qui ont permis donc la dématérialisation de ces flux. On a attendu 2007 et un travail proche de proximité avec le ministère de la Justice pour permettre la première immatriculation au registre du commerce, parce que le ministère de la Justice, c'est le ministère de tutelle des greffes du commerce. Et donc, première immatriculation en 2007, et puis des centaines de milliers cette année. Nous avons immatriculé près de 579 000 entreprises en ligne l'année dernière, dans des délais très brefs. Et ceci, donc, à la plus grande satisfaction de l'économie, puisque qui dit immatriculation rapide, dit accessibilité à la personnalité morale, puisque le registre du commerce et les résultantes de l'immatriculation du commerce sont l'acquisition de la personnalité morale et l'opposabilité à l'égard des tiers, la libération du capital. Nous avions associé au processus de création d'entreprise une possibilité de déposer son capital en ligne en même temps qu'on s'immatricule. Donc, vous pouvez faire du 2 en 1, ouvrir son capital, déposer ses fonds, ouvrir son compte bancaire, libérer ses fonds immédiatement. Voilà le point sur le registre du commerce qui est un élément important. La deuxième fonction du tribunal de commerce, qui est la première dans l'esprit des gens, c'est l'acte de juger. Et de la même manière, les tribunaux de commerce ont répondu à une volonté du président de la République, Emmanuel Macron, lorsque celui-ci a été élu président de la République pour son premier quinquennat. Il voulait que le citoyen, le justiciable, puisse accéder en ligne, en quelques clics, à une justice. Donc les tribunaux de commerce, par l'intérieur du GU Infogreffe, et en partenariat avec les greffes, bien sûr, ont développé cet outil qui s'appelle Tribunal Digital et qui permet aujourd'hui de saisir n'importe où dans le monde, à n'importe quel endroit, les tribunaux de commerce français, en déposant une assignation, en faisant un drag and drop, et cette assignation arrive dans les greffes des tribunaux de commerce qui enrôlent l'affaire et qui permettent d'appeler les parties à la première instance. Le juge du tribunal de commerce est lui-même équipé de portails numériques qui s'appelle le portail des juges, et les juges peuvent suivre les nouveaux dossiers rentrants avec un accès à l'ensemble des pièces de la procédure. Pendant la période Covid, nous avons une disposition transitoire qui ont permis aux juges, à la justice commerciale française, de trancher et d'écouter les parties à distance par un partenariat avec la société Tixeo, qui est une société française qui garantit beaucoup de confidentialité et qui crypte les contenus et qui équipe l'armée française, notamment en termes de communication. Et donc, nous sommes arrivés à mettre à disposition depuis
2018 ou 2019, j'ai plus l'année en tête. Donc ce portail permettant la saisine de la juridiction, permettant des audiences en ligne, et enfin, tout ça en partenariat avec le ministère de la Justice, permettant la signature des décisions électroniques. Nous avons évolué et c'est un travail toujours de concert avec l'État. Et donc, nous sommes parvenus à appliquer les dispositions relatives à l'acte authentique électronique judiciaire. Et les décisions de justice sont rendues en nombre, ce qui permet une grande fluidité, parce que les décisions elles-mêmes, après, sont notifiées, c'est encore sur la pourcentage, sont elles-mêmes notifiées sur l'espace numérique qui constitue une présence électronique juridiquement du justiciable. Donc le justiciable a un espace numérique où il accède à l'ensemble de ses décisions de justice, en plus d'échanger avec son contradicteur par le tribunal digital. Par ailleurs, un petit point qui fait le lien entre le tribunal digital et le registre du commerce, c'est l'accès au tribunal digital est accessible par l'identité numérique. En fait, les greffiers de tribunal de commerce, dans leur mission de contrôle et de sécurisation de la vie des affaires, ont maillé l'identité numérique avec tous les mandats des entrepreneurs. Donc, un entrepreneur aujourd'hui qui veut accéder au tribunal digital doit prendre une identité numérique, son identité numérique est elle-même reliée à l'ensemble de ses mandats. C'est-à-dire que lorsque le mandat du dirigeant disparaît, son identité numérique révoque ses droits sur ses dossiers judiciaires et révoque ses droits dans l'ensemble de ses interactions qu'il pourra avoir avec les services qui utilisent le tribunal digital. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la fonction de justice qui est numérisée, donc qui rend la France, encore une fois, très attractive, une institution judiciaire commerciale très attractive, et donc pour le monde des affaires, c'est très rassurant d'avoir des fonctions aussi accessibles. Troisième point, réforme qui a eu lieu le 1er janvier de cette année. Donc le ministère de l'économie et bien sûr le ministère de la Justice ont, après de nombreux rapports, de nombreux échanges, ont abouti à la loi qui réforme les sûretés immobilières, dont la finalité est l'accessibilité, donc un accès beaucoup plus facile aux sûretés immobilières, puisque celles-ci sont accessibles en open data sur le site du Conseil national des greffiers et tribunaux de commerce, et celles-ci sont aussi accessibles à partir d'infogreffe.fr. Je reviendrai plus tard sur les différents services qui sont accessibles via Infogreffe. Voilà, donc là, c'est la grande réforme, où vous accédez à l'ensemble des garanties qui sont prises, une simplification. Aujourd'hui, les choses se font au siège social et non plus sur les établissements. C'est marginal et c'est pas l'intérêt. L'intérêt, c'est l'accès à la donnée publique, qui est en open data, au même titre que les décisions de justice qui vont, dans le cadre des dispositifs réglementaires, être accessibles en 2024, le 31 décembre 2024, pour les tribunaux de commerce. Et le deuxième point pour la réforme des sûretés immobilières, c'est la dématérialisation de la prise de garantie en tant que telle. C'est-à-dire que la prise de garantie, et là, on livre ça, donc, le Conseil national des greffiers, Infogreffe, livre ce service normalement à la fin du premier trimestre 2023, où la contractualisation, on va proposer des fonctions de signature des contrats de garantie accessoires des contrats de prêt, et bien sûr la dématérialisation de celle-ci vers les greffes, avec un portail ou des API en fonction de la qualité des grands remettants, puisque les organismes bancaires sont très importants dans les sujets. Donc, on est en train de développer cette interface qui va vous permettre de publier vos inscriptions dans des délais hyper brefs. Donc, fini les délais postaux, fini les délais postales, fini les délais. Une interaction avec des suivis, avec des dashboards qui vous permettent de suivre l'ensemble de vos inscriptions, de connaître leur date de péremption et avoir un click to action qui permettra aux créanciers d'être le mieux garanti possible pour bien sûr, plus de sécurité juridique. Voilà les 3 points de numérisation du tribunal de commerce qui contribuent amplement à l'attractivité de la France au plus grand service de l'économie. Bon, là, c'est un autre schéma, c'est un peu où se trouvent les greffes. En fait, les greffes et Infogreffe sont des agrégateurs de données. C'est un hub d'information où l'information vient parfois des tribunaux de commerce dans les décisions de justice qui sont elles-mêmes restituées.
de l'information des sirènes lorsque la société est immatriculée, le numéro de sirène est intégré dans le registre du commerce, de l'information des BODAC, nous on alimente le BODAC, mais le BODAC alimente les greffes aussi sur les dates de parution pour que la donnée soit insérée dans le registre du commerce, et des flux INPI-greffe, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le guichet unique maintenant alimente pour partie le registre du commerce, mais plus partiellement, donc Infogreffe et le guichet unique alimentent le registre du commerce. Et la distribution d'informations, vous avez bien sûr l'accès à la donnée administrative, données financières, les établissements, les bénéficiaires effectifs, avec des habilitations de droit qui sont revenues suite à la décision de la Cour de justice des communautés européennes, les décisions de justice accessibles sur infogreffe.fr et demain en open data, mais accessibles à partir du numéro sirène, l'ensemble des mandats sociaux des entreprises. C'est un schéma un peu de synthèse pour vous restituer mes propos. Voilà, je ne sais plus ce qu'il y a derrière, sinon c'est encore. Alors, les services d'infogreffe, rapidement, je vous ai mis la Marianne au centre. En fait, effectivement, le registre du commerce, c'est un service de confiance de l'économie par l'information qu'il distribue. Mais on a décliné au cours du temps, du fait du besoin des usages, différentes marques qui sont clairement dans les activités régulières des greffes du commerce. Je pense à Monde Inélu, j'en ai parlé brièvement, c'est l'identité numérique de l'entrepreneur, donc qui permet d'être authentifié en tant que tel. Cette année, on va y agréger, donc cette identité numérique va devenir une identité substantielle qui va vous permettre de vous onboarder sur des services bancaires, assurantiels, qui auront des fonctions de KYC notamment, des fonctions de signature électronique qui sont agrégées, et on va y mettre un coffre-fort numérique qui est le Sécurité Greffe que vous avez en dessous, pour avoir une présence électronique juridiquement opposable de l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, en plus de son siège physique, son adresse, ou si elle est dans une société d'initiation, ou si elle est domicile personnel du représentant légal, l'entreprise aura un siège numérique qui sera accessible via infogreffe.fr, où elle pourra être mise en demeure, mais pas que, contractualisée ou échangée par ce biais-là. Donc ça, c'est une grande innovation qui va permettre une plus grande fluidité entre les entreprises. Alors bien sûr, on a des services de portail de divergence sur tout ce qui est bénéficiaire effectif, mais ça, c'est la résultante des obligations qui pèsent sur les établissements bancaires et financiers. Donc Infogreffe, portail de divergence qui permet d'interagir avec le registre du commerce. Certigreffe, c'était le préalable pour faire une formalité au registre du commerce qui va disparaître au profit de Monde Inélu. Certigreffe qui est sur certificat électronique classe 3+, qui est utile pour faire ces formalités au registre du commerce, mais qui va donc disparaître, mais qui a été créé donc, en 2001 et qui a d'abord rempli des fonctions pour permettre aux entreprises de faire leur déclaration de TVA. Sécurité Greffe, c'est un espace numérique judiciaire qui permet les échanges en coffre-fort numérique entre différents professionnels. Et bien sûr, le réseau blockchain, où toutes ces données renseignées sur les registres du commerce, renseignées sur le registre des sûretés immobilières, sont versées sur le réseau blockchain des greffes, les 141 greffes des tribunaux de commerce. Le premier exemple, c'est les hypothèques maritimes. C'est une compétence qui a été attribuée aux greffes des tribunaux de commerce en fin d'année. Et donc, toutes les hypothèques maritimes sont versées sur blockchain. Et puis après, on va déployer sur les autres éléments. Donc, pour plus de sécurité, plus de confiance, lutte contre la fraude documentaire notamment. Et tout ça au plus grand bénéfice de l'écosystème qui travaille au quotidien et qui a besoin de confiance et de sécurité. Voilà sur la galaxie des marques en extension relative au FutureGate. Et puis la deuxième partie, j'en ai parlé de l'open data. Donc, vous avez Data Infogreffe qui permet d'accéder à toute la donnée. Celle-ci est aussi disponible sur Data INPI. Vous avez deux services que vous pouvez employer de la même manière. Et à partir du registre du commerce, on a agrégé beaucoup d'éléments. Aujourd'hui, on distribue des services qui permettent à l'entreprise d'aller chercher toutes les aides publiques qu'elle peut revendiquer, une aide supranationale, nationale et locale. Donc c'est un service qui est très utile pour l'entrepreneur qui est en phase de développement, qui a besoin d'un complément de financement. Des services de KYC qui sont des sujets très importants, Know Your Customer, pour une connaissance des dossiers clients approfondis, qui correspondent à des obligations légales toujours. Marketplace qui permettent de mettre en relation des vendeurs et des gestionnaires d'entreprise, notamment dans le cadre des procédures collectives où on a une grosse déperdition de richesse et d'emploi par ce biais-là. Et donc, l'idée, c'est de mettre de la lumière notamment sur tous les actifs en procédure collective. Vous pouvez poser des surveillances, être alerté, mais pas que. Des entrepreneurs comme le CRA notamment met à disposition des éléments sur Marketplace pour faire des reprises d'entreprise et faciliter la cession. Trop d'argent, trop d'investissements disparaissent au quotidien lorsqu'il y a des dissolutions d'entreprises ou lorsqu'il y a des cessations d'activité. L'idée, c'est d'être à un endroit de passeur de témoins entre deux entrepreneurs.
mes impayés sur les difficultés, donc on a un service qui vient de lancer là. Et enfin, le monde juridique, qui est, je pense, le point commun entre nous tous aujourd'hui, qui est une nouvelle révolution. Alors nous, on l'a eu d'un prisme tout à fait gestionnaire, parce qu'on gère au greffe les registres des mouvements de titres, les registres des assemblées qui étaient sur papier, qui étaient des classeurs noirs, tout le monde a ses classeurs noirs dans ses armoires. Et on a vu d'un très bon œil l'émergence des nouvelles dispositions législatives en 2019 et 2020 permettant la dématérialisation de ces registres sous certaines conditions, la condition substantielle étant la blockchainalisation du registre du mouvement de titre. Donc c'était un préalable, donc c'est ce point-là qui va être abordé notamment par Simon Charentnet dans la transition. Et enfin la dématérialisation des assemblées générales avec des votes, des signatures, des coffres-forts numériques qui conservent l'ensemble de ces données et qui avaient vocation à interagir avec le registre du commerce. Voilà un petit peu les éléments que j'ai voulu porter en tant que président d'Infogreffe, vice-président d'Infogreffe en tant que greffier tribunal de commerce, pour montrer à quel point une institution de la République française, un socle de nos institutions, peut être numérisée tranquillement mais sûrement dans le temps, avec un accompagnement des mentalités des entrepreneurs, parce que tout le monde, on a des entrepreneurs qui ont une appétence diverse aux nouvelles technologies. Donc, ça s'est fait avec un accompagnement physique, bien sûr, dans les offices, et électronique. Aujourd'hui, les entrepreneurs ont cette liberté de rentrer clairement dans un monde numérique bien balisé et proposé par l'institution judiciaire, mais aussi de rester dans un monde présentiel, physique, où la fracture numérique ne doit pas être un obstacle à l'accès au droit, puisque derrière tout ça, nous sommes des professions au service de l'entreprise, des professions réglementées du droit, et le droit est un bien universel et sacré qu'il faut véhiculer. Les nouvelles technologies n'en sont qu'un moyen. Voilà. Merci. Merci beaucoup, cher Jean-François, pour cette présentation à la fois extrêmement claire et passionnée, et donc passionnante, qui prouve que non seulement vous êtes une boîte à idées, mais vous êtes aussi quelqu'un qui tient à ce que les idées ensuite deviennent des projets puis des réalités. Donc, merci beaucoup, c'était très dense, très riche, et en même temps en mode d'emploi très concret. Donc, merci pour cette mise en perspective et ces précisions. Alors, on va embrayer, cher Simon, avec votre intervention et notamment la problématique des solutions de dématérialisation des mouvements de titres, des registres légaux et des assemblées. Vous avez la parole. Tout à fait. Merci Mathias, cher président de séance. Voilà, de séance. Merci Jean-François pour ce brillant exposé d'Infogreffe et surtout la question de l'attractivité de l'économie, des entreprises, à travers le prisme de la dématérialisation et de la numérisation au sens plus large. Alors, petite parenthèse, j'ai vu qu'il y avait une question déjà qui a été posée sur le guichet unique, peut-être à la fin, on y répondra en bloc. Je crois que c'est comme ça que vous avez prévu un petit peu la réunion. Alors, me concernant, moi je suis un peu l'opérateur technique, on va dire, pour le coup, dans la séquence d'aujourd'hui, puisque je dirige donc la société qui s'occupe de monde juridique pour Infogreffe, qui est donc la société partenaire d'Infogreffe et qui s'occupe de cette dématérialisation. C'est un peu une start-up, c'est-à-dire que c'est conçu comme une start-up, c'est un partenariat start-up, et ça révèle la volonté des greffiers et des tribunaux de commerce de se positionner sur cette économie. Certes, tu l'as développée de façon très institutionnelle et depuis très longtemps, puisque avec le CABIS, avec le portail qui existe depuis 25 ans, etc. Mais aussi maintenant de prendre aussi l'agilité start-up en n'hésitant pas à faire appel à des talents extérieurs, à de l'externalisation, à des partenariats originaux, ambitieux, nouveaux, et à aller justement défricher les nouvelles forêts, les nouvelles contrées, les nouvelles jungles de cette économie. Et ce que alors, c'est vrai que je suis juriste, moi, depuis, peut-être pas ma tendre enfance, mais au moins depuis les études supérieures. Et donc, j'ai un aspect très universitaire, très théorique, un aspect contentieux,
puisque j'ai avocat, et aussi maintenant un aspect start-up, pour dire les choses simplement, dans la legal tech, et plus spécifiquement dans la blockchain, qui est un vrai sujet chez les juristes, hein, la blockchain. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le monde juridique pour Infogreffe? On dématérialise le corporate, c'est-à-dire les trois piliers de l'entreprise, trois piliers, on va dire, de la direction d'entreprise, c'est-à-dire qu'est-ce qui justifie que l'entreprise existe, c'est que initialement elle a des actionnaires qui se réunissent, qui ont un projet en commun. Évidemment, après, il y a un produit, il y a des embauches, etc., il y a des investissements, mais il faut quand même des entrepreneurs et qui se réunissent en se répartissant notamment des actions ou des parts sociales principalement en fonction de la solution. Ensuite, ces entrepreneurs, ces actionnaires se réunissent régulièrement pour donner un cap à l'entreprise, qui est ensuite décliné de façon opérationnelle par les mandataires sociaux. Et évidemment, l'entreprise peut arriver au soir de sa vie, et donc il faut savoir fermer une entreprise qui a même la nécessité d'une réunion d'assemblée générale avec des procès-verbaux, etc. Et ensuite, il y a les archives, c'est-à-dire il y a l'historique, c'est-à-dire qu'une entreprise, elle n'est pas hors sol ou dans des nuages gazeux, elle est obligée, et c'est fort logique, de conserver les titres de propriété, de conserver les procès-verbaux, et en fait de conserver l'histoire de son activité économique. Tout ce qui entre, tout ce qui sort, tout ce qui se décide doit être conservé. Et bien en fait, nous, on a dématérialisé ces trois piliers-là. On a dématérialisé la rencontre de l'actionnariat, on a dématérialisé la conservation dans le temps de l'actionnariat, et on a dématérialisé la ventilation juste et équitable, si j'ose dire, non pas dans le rapport de force économique, mais au moins dans la légalité de la conservation des titres. Et pourquoi? Puisque ces trois piliers, jusqu'à présent, étaient tenus sur papier, physiquement, dans des armoires métalliques, sur des registres en cuir, sur des feuilles de papier. Et bien, nous, on a tout dématérialisé en faisant appel notamment à des technologies de rupture. La blockchain et l'intelligence artificielle en sont les deux moteurs. Alors, en fonction du temps qui m'est imparti, c'est-à-dire qu'il reste un petit peu moins de 6 minutes, 5-6 minutes, on peut peut-être faire une verticale sur un sujet sur lequel on est très en pointe. Moi, je vais dire que le point Infogreffe, c'est que c'est comme ça qu'on a rencontré Jean-François et toute l'équipe d'Infogreffe. Puisque moi, j'avais monté une entreprise avec mon associé Nicolas qui visait à dématérialiser les titres des sociétés. Et donc, très rapidement, on a créé une toute petite start-up, mais en pointe, puisque la France est la nation la plus en pointe au niveau mondial sur le sujet de la dématérialisation financière, non cotée. Et très rapidement, on a rencontré Infogreffe qui voulait se positionner là-dessus. Et donc, on a mis en place tout un système qui permet de récupérer l'historique des sociétés, dématérialiser les titres, dématérialiser les mouvements de titres, tous les types de mouvements de titres, etc. Et alors, qu'est-ce qui est intéressant? Il y a plusieurs choses. Il y a deux angles, en fait, qui je pense, sont intéressants d'être soulignés pour bien réfléchir à l'attractivité de l'économie française dans le prisme de la dématérialisation de l'activité des entreprises, ou en tout cas de leur gestion, en ce qui me concerne. C'est d'abord toute la dimension de sécurité, c'est-à-dire l'idée selon laquelle le papier dans la gestion du corporate et particulièrement des titres de qui à quoi est très incertain et très insécurisant. On a vu des contentieux, moi que je sois en qualité universitaire ou surtout d'avocat, des contentieux sur la preuve, qui à quoi, et en fait le juge est dans l'incapacité de réexpliquer le bon porteur de titre, celui qui dispose vraiment du titre financier, du bon, de l'obligation, de l'action, de la part sociale, etc. Donc il y avait un vrai besoin de sécuriser l'économie française sous cet angle. C'est le tout début, c'est ce que voulaient les législateurs, mais c'est en train de se mettre en œuvre. Donc c'est on va dire, une partie de la numérisation pour assurer la sécurité. Ça, je pense que c'est très important. C'est-à-dire la numérisation pour rassurer d'abord les entrepreneurs et les investisseurs étrangers. Venez investir en France puisque vos titres seront sécurisés dans leur conservation. Alors qu'il y a de nombreux pays où les investisseurs étrangers n'osent pas venir parce qu'ils ne sont pas certains de s'y retrouver à la fin. On prend une société d'un autre continent
quel qu'il soit, on met 1 million sur la table ou 1 milliard, hein, ça dépend de la taille. Si à la fin on retrouve que 40% de son investissement parce que les papiers ont disparu et que le juge, on ne sait pas vraiment de quel bord il se situe, s'il n'est pas dans un système de corruption ou pas en fonction des élections, etc., c'est très insécurisant. Ce qu'on met en place actuellement au niveau français, et particulièrement les greffiers se positionnent dessus, et nous, les start-upers, on crée la techno qui le déploie, c'est d'une sécurité totale et absolue. C'est-à-dire qu'il y a une conservation des titres qui est cristallisée dans le marbre, nouvelle expression. Voilà. Et qui, pour le coup, est très rassurant, puisque ce n'est ni à la main des greffiers, c'est objectivé, hein, ni à la main de l'État, ni à la main des seuls opérateurs économiques. C'est à l'image d'un conservateur de titres sur les marchés cotés. La France est en train de créer des dépositaires qui conservent les titres pour le non-coté. Ça n'existe pas au niveau mondial. Et je sais qu'au niveau européen, on est très attentivement scruté, et c'est un enjeu qui est majeur. Ça, c'est, on va dire, la partie statique, qui est fondamentale. Hein. Il faut toujours sécuriser sa partie statique pour ensuite pouvoir être une bonne pierre de rebond pour aller vers la partie ce que j'appelle dynamique. La partie dynamique, c'est celle notamment de la liquidité des échanges. Je vais faire un des petits carrés que j'ai mis sur les slides, mais c'est que la digitalisation et la numérisation des titres financiers non cotés, que ce soit pour les toutes petites parts sociales des SARL, donc c'est une vision très large, hein, ou que ce soit pour les types non cotés des acteurs du CAC 40, hein, pour ne citer que le haut du panier de l'économie française, eh bien, c'est quelque chose qui va permettre d'optimiser en quelques secondes l'achat, la vente. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu qui est fondamental, c'est qu'actuellement, pour rendre liquide du non-coté, c'est très laborieux, c'est très rugueux. C'est ce qu'on appelle le capitalisme de restaurant. Donc, on se croirait dans les ouvrages de la fin du 19e et le début du 20e, dans l'économie française florissante dominant le monde, mais parfaitement dépeinte sous la plume de Zola ou d'autres. C'est l'économie bourgeoise, de restaurants, de réseaux, très fermés. Et ça demeure, même s'il a changé en une centaine d'années, mais ça demeure tout de même une économie qui est trop socialisée et qui est trop dépendante des usages. Et des usages et des lieux de rencontre, etc., etc. Or, la dématérialisation rend accessible la liquidité des titres à tout le monde. Les plateformes Internet ont énormément de défauts, certains diront que des défauts, mais elles ont quelques qualités, et notamment celle de l'échange et de la liquidité et de la démocratisation. Tout le monde doit pouvoir acheter une part de SARL, une action de la start-up du coin qui marche bien, voire même une action d'un grand groupe qui veut ouvrir une offre publique d'achat sur le non-coté. Et avec évidemment tous les garde-fous qui doivent être mis en place en termes de sécurité des échanges. Mais c'est fondamental parce que ça permet à tout à chacun de financer l'économie. Alors que jusqu'à présent, on est dans un capitalisme qui est plutôt un capitalisme à l'ancienne, de réseau, et il est en train de changer. Et à la faveur d'outils, on peut lui donner un nouveau visage et un avis beaucoup plus large et beaucoup plus important. Donc, avec quelques petits outils, finalement, c'est pas révolutionnaire hein, ce qu'on fait, mais les conséquences qui en découlent, à mon avis, seront absolument fabuleuses. Alors, nous, les juristes, quelle que soit la facette du prisme juridique sur laquelle la face sur laquelle on se situe, on peut avoir une fierté à l'image d'abord tout ce qu'a développé Jean-François, mais moi, sur mon cœur de business, la petite fierté qu'on a, c'est que ce sont les juristes qui auront rendu, pour le coup, la liquidité des titres et leur dématérialisation plus fluide, plus liquide, plus intéressant. Et donc, je conclurai là-dessus. Je pense que le monde financier et le monde juridique, du fait de la dématérialisation, sont en train de se rapprocher très fortement et de travailler de plus en plus ensemble, comme les deux faces d'une même pièce. Le numérique crée ce mariage. Je pense que le XXIe siècle, concernant nos métiers, sera le siècle où la finance et les juristes n'ont jamais autant travaillé ensemble, voire même peut-être fusionner, créer des nouveaux métiers. Et l'attractivité économique, à mon avis, est une des conséquences du succès de ce mariage entre la finance et le droit.
le titre digitalisé, les actifs digitalisés sur les réseaux, blockchain ou autres, peu importe, sont à mon sens un bijou de la démocratisation de l'accès au financement économique. Voilà. Merci beaucoup, Simon, pour ce plaidoyer passionné, à la fois sur ce qui est en cours et puis sur ce qui est à venir, et autant de sujets dont vous êtes un protagoniste incontournable. Donc merci beaucoup. Moi, je veux simplement, pour conclure cet échange et avant d'ouvrir la discussion avec vous, dire quelques mots pour dire à quel point ces différents chantiers s'inscrivent dans une mobilisation d'ensemble de la place de Paris et plus généralement de la France. Parce que quand on dit place de Paris, il y a des petites icônes avec des cœurs qui en bas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pour vous, ça fait plaisir. Je pense que c'est pour les deux intervenants précédents et qu'on félicite. Donc, pardon, je vais perdre mon fil. Oui, quand on dit Paris, on dit évidemment aussi la France, parce que ce qui nous tient à cœur, c'est l'affirmation de la compétitivité de notre pays dans son ensemble. Et la place de Paris, d'abord, c'est le Grand Paris et la région Île-de-France, et ensuite, il y a énormément de places de droit dans notre pays qui se mobilisent, et vous l'avez tous les deux rappelé. Alors, simplement quelques mots très brefs, et ensuite, on discute. Je veux vous dire que, d'abord, la puissance publique se mobilise, et puis les acteurs privés se mobilisent, et tout ça me semble conduire à un écosystème assez unique dans le monde, en réalité, sans être trop chauvin et ni trop fanfaron. La pandémie a énormément accru l'implication des entreprises, y compris les plus petites, dans le numérique. Il y a des études extrêmement intéressantes là-dessus qui montrent un vrai avant et après la pandémie, que ce soit pour les problématiques de commercialisation et donc les relations avec les clients ou avec les fournisseurs, les sous-traitants et autres partenaires, ou pour la gestion interne des entreprises. Donc, clairement, le confinement, toutes les difficultés auxquelles nous avons tous été confrontés, ont convaincu les entreprises d'engager cette transformation-là. La France avait du retard en la matière et ce retard est en train d'être comblé. L'État lui-même s'est beaucoup modernisé au cours des dernières années. On connaît tous des procédures qui sont maintenant informatisées. 88% des procédures les plus courantes sont aujourd'hui numérisées, dématérialisées et accessibles en ligne, que ce soit pour payer les impôts, que ce soit dans les relations aux douanes, pour énormément d'autres procédures que vous connaissez. Et ça vaut pour les particuliers comme pour les acteurs économiques. Et France Connect, je pense, est quand même un succès assez remarquable, y compris d'intégration au service des citoyens et des usagers. Alors, le rôle de la puissance publique là-dedans, c'est évidemment de créer un cadre qui ensuite permette aussi aux acteurs privés de se saisir de toute une série d'outils, parce qu'il y a une inventivité complètement incroyable dans les entreprises et aussi dans les associations. C'est la formation, et il me semble que là-dessus, dans le monde entier, nos ingénieurs sont un atout extraordinaire. Il suffit d'aller d'ailleurs aux États-Unis pour voir à quel point des femmes et des hommes formés en France font partie vraiment des très hauts potentiels qui sont mobilisés dans la Silicon Valley et ailleurs. Le rôle de la puissance publique, c'est aussi de créer un cadre juridique. C'est vrai au niveau de l'État, et un certain nombre de réformes qui ont été menées sur les sûretés et autres ont été rappelées. C'est vrai aussi au niveau européen, avec tous les enjeux autour du cloud, tous les enjeux de souveraineté industrielle et numérique. Il y a un commissaire européen, M. Breton, qui travaille spécifiquement là-dessus. C'est un Français et il s'est emparé, je crois, très fortement de ces sujets dans notre intérêt à tous. C'est une problématique d'investissement, avec la mobilisation de la Banque publique d'investissement, de beaucoup d'autres acteurs pour aller booster l'économie française. Et puis, c'est aussi, malheureusement, les problématiques de cybersécurité. Parce que qui dit numérisation accrue dit aussi menace accrue, que ce soit d'intrusion, que ce soit de malveillance. Vous connaissez cybermalveillance, le nouveau site gouvernemental qui permet de signaler ces choses, mais il y a aussi dans les entreprises une culture de la cybersécurité qui se développe, qui est de plus en plus ancrée, qui est incontournable. Ça, on ne mettra jamais assez en garde. Quand vous vous saisissez de tous les outils qui ont été présentés, évidemment, il faut aussi toujours avoir cette dimension-là en tête, non pas pour freiner, mais au contraire pour anticiper et soi-même se doter des outils ou des réflexes qui permettent d'éviter les survenances d'événements fâcheux. Et puis c'est la mobilisation de tout un écosystème à partir de la French Tech,
qui a été lancée à l'époque par Fleur Pellerin, qui est maintenant vraiment présente dans le monde entier et qui est une ressource incroyable pour notre pays. Ça, je l'ai mesuré dans les fonctions antérieures, mais pour l'attractivité, le rayonnement de la France, y compris dans les temples du numérique contemporain, c'est quelque chose d'incroyable et ça fourmille partout. Donc, c'est très puissant. C'est pas par hasard qu'il y a de plus en plus de licornes dans notre pays, une inventivité folle et une qualité, encore une fois, de nos entreprises. Alors, plus spécifiquement, puisqu'on est aussi à Paris Place de Droit, les juristes se sont emparés de cela. Peut-être quelques éléments simplement en complément de tout ce qui a été excellemment présenté avant, pour dire que le barreau de Paris, notamment grâce à notre regretté confrère Olivier Cousy, s'est emparé pleinement de ces sujets, et c'est évidemment aujourd'hui quelque chose qui continue, que ce soit sur la plateforme numérique, le cloud sécurisé pour les avocats, et tout ce plan numérique qui a été porté, et là aussi un atout fort pour la profession. Une profession qui réfléchit en ce moment très fortement aussi à toutes les problématiques d'intelligence artificielle, qui va bouleverser tous les métiers du droit. Hein. Ça, pas besoin d'être devin pour le voir. Elle va probablement remplacer purement et simplement certaines fonctions. Ça, c'est incontestable, mais elle va aussi conduire d'autres fonctions à se repositionner et puis à une réinvention de chacun de nos métiers. Là-dessus aussi, une anticipation de la place qui est très forte. Je veux ajouter que notre justice, qui pendant longtemps a vraiment eu des difficultés matérielles très fortes, et je l'espère en train de rattraper ce retard-là avec des investissements massifs. Il y en a besoin parce que les magistrats, les greffiers, dans énormément de juridictions, ont besoin aussi de pouvoir travailler et de s'emparer au mieux des différents outils. Et puis, il y a des initiatives de place, je conclurai là-dessus. Il y a deux organismes qui ont, en période récente, notamment beaucoup réfléchi à ces sujets. C'est Paris Europlace et ICC France, qui ont réfléchi sur les problématiques de dématérialisation, notamment la dématérialisation de ce qu'on appelle la trade finance, c'est-à-dire tous les outils au service du commerce international. Et tout cela a abouti au fait que récemment, le gouvernement, à travers le ministre de l'économie notamment, a lancé une mission sur la dématérialisation de la trade finance. Donc on est vraiment au cœur de l'actualité avec ce webinaire-là aussi, c'est-à-dire que tout ce qui vaut en interne vaut aussi en externe et en projection de notre place à l'international. Si on veut rester compétitif, attractif et continuer à être à l'avant-garde dans les relations économiques mondiales, il faut développer ces outils-là et il y a une mobilisation de place aujourd'hui extrêmement, extrêmement importante. Les douanes, pour ceux d'entre vous qui ont l'occasion de travailler avec eux, ont fait une révolution au cours des dernières années grâce au numérique, grâce à la dématérialisation de leurs procédures. Et je tenais aussi à souligner cela, parce que c'est des services publics qui se sont très fortement mobilisés grâce au numérique et à un recours intelligent à ces outils-là. Voilà ce que je voulais dire, mais le temps passe et il est important que nous ayons un temps d'échange. Donc tout ça pour vous dire que notre place est mobilisée. Les acteurs du droit, main dans la main avec les acteurs économiques, sont mobilisés pour faire valoir le meilleur des savoir-faire et surtout pour créer des outils qui soient simples, efficaces, accessibles pour vous et qui facilitent la vie dans le quotidien de notre économie. Alors, il y a des questions à l'écran. Je ne sais pas qui souhaite y répondre. Il y a une remarque et une question à ce stade et sentez-vous libre évidemment de poser des questions par écrit ou bien d'intervenir directement si c'est techniquement possible, ce que je crois. Alors, avant de glisser dans le guichet unique, qui, à mon avis, est un sujet à part entière, une petite remarque fort juste, mais qui mérite éclairage. Nous avons donc Marie-Françoise Thierry, qui nous fait remarquer qu'évidemment, on parle des SARL, ne sont pas négociables, les dispositifs financiers, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que on onboard, comme on dit, excusez-moi, on onboard avec cet anglicisme, donc on intègre sur la plateforme des registres, alors bon, les PV c'est simple, hein, l'Assemblée générale, etc. Mais les SARL utilisent aussi notre outil de gestion des mouvements de titres et le fameux registre des mouvements de titres pour leur part sociale.
Donc, il est parfaitement ergonomique pour ça, sachant qu'elles n'en ont pas l'obligation, à la différence de toutes les autres sociétés par action. Et elles l'utilisent quand même, et on doit quand même avoir, je crois qu'on est entre 10 ou 20% de SARL. On approche en un an plus de 50 000 sociétés qui l'utilisent. Et alors, d'abord parce que c'est très ergonomique et c'est un outil de conservation. Ça n'en fait pas plus des titres négociables et encore moins des titres financiers. On est bien d'accord. Mais c'est intéressant d'observer que les SARL, et souvent les dirigeants de SARL, voient d'un très bon œil et voient un intérêt à utiliser des outils ergonomiques pour les actions et les titres financiers, donc les titres, les bons, les actions et les obligations, et se pose la question, j'ai déjà discuté avec les acteurs de l'AMF notamment, de rendre plus facile, notamment la liquidité, les échanges, donc quelque part la négociation, ce qui n'est toujours pas le cas, on est bien d'accord, pour les SARL, mais commencer progressivement à fusionner un petit peu les régimes. Donc, Madame Thierry, évidemment, on est bien conscient de votre remarque, mais sans la déplorer complètement, puisque ça relève du législateur, il est possible que ça change. Et à mon avis, ça va changer dans les années à venir, parce que le fait que les SARL soient plus facilement elles-mêmes, on va dire, liquides dans leur part, en achat, en vente, voire sur des plateformes de négociation de non-cotés, je ne parle pas de Ronex, ce genre, ouvert aux parts sociales, serait aussi intéressant, sachant qu'évidemment, il y a des contraintes juridiques actuellement sur les statuts, le dépôt notamment au greffe, les modifications, etc. Donc, c'était plus pour, quand j'en parlais, montrer qu'il y a, à mon avis, il y a des évolutions importantes qui vont arriver, sachant que là-dessus, nous, on n'est pas on est juste opérateurs. Je vais répondre aux questions sur le guichet unique. J'en vois deux. Le guichet unique, que dire? Il y a eu des visités sur l'avenir du guichet unique, quid de la réouverture d'Infogreffe jusqu'à ce que le guichet unique soit parfaitement efficient. Donc, les questions portent sur le guichet unique. Il y a une petite question sur les impayés, on a dit aussi. Le guichet unique. Alors, c'est une volonté de simplification du gouvernement qui est tout à fait louable dans sa volonté d'avoir plus qu'un seul point de contact plutôt que 6 CFE. C'est une très bonne mesure, puisque simplifier, c'est flécher, c'est faciliter. Et quand on parle d'entreprendre, c'est créer de la richesse, créer de l'emploi. C'est une liberté fondamentale dans notre Constitution. Voilà. Donc, la volonté du gouvernement est louable. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est délégataire de la puissance publique, on représente l'État dans nos délégations. Donc, on ne peut que constater comme vous la difficulté qu'ont les entrepreneurs, qu'ont l'auxiliaire des entreprises qui sont les experts comptables, les avocats, les formalistes. Grande difficulté à l'accès aux services et finalement aux effets de droit associés, puisque le registre de commerce, c'est un registre de liberté et de droit. C'est la présomption de commercialité, c'est effectivement les actes fondateurs pour acquérir une personnalité morale et acquérir des droits et des obligations. C'est effectivement l'endroit où, lorsqu'on a réussi à trouver des investisseurs, on fiche son augmentation de capital et on va essayer de libérer les fonds. C'est vrai que ce registre de liberté aujourd'hui est entravé. Le gouvernement a pris des engagements. Le gouvernement qui a pris des discussions réglementaires avec une procédure de sauvetage du guichet unique, a pris des engagements et s'est engagé devant le Sénat et devant l'Assemblée nationale à mettre tout en ordre pour fin février. Nous qui sommes des professionnels de proximité des entreprises, des serviteurs de l'État dans une délégation avec une proximité, nous entendons au quotidien les difficultés des entrepreneurs, nous entendons au quotidien ce que peut constituer une fracture du numérique, puisque nous ne sommes plus accessibles en direct. Mais nous ne pouvons que vous dire de prendre votre mal en patience et nous espérons que le gouvernement garantisse ses engagements parce qu'on est conscient qu'il y a une vraie difficulté dans ce droit universel et sacré qu'est le droit d'entreprendre. Aujourd'hui, les statistiques ne sont pas publiques, mais on aura des statistiques le 31 janvier qui, j'espère, ne seront pas trop mauvaises. Voilà. En tout cas, le gouvernement travaille, l'INPI travaille.
Et nous nous efforçons, nous, en notre qualité de CFE, donc, de vous mettre à disposition Infogreffe pour tout ce qui est immatriculation de société civile, pour tout ce qui est modification de société civile, pour tout ce qui est dépôt d'actes de société, pour tout ce qui est formalité sur les bénéficiaires effectifs de tous les agents économiques. Voilà ce que je peux vous dire pour le guichet unique. Malheureusement, nous ne sommes pas décisionnaires. Nous devons travailler de concert avec le gouvernement pour que la situation s'améliore pour le plus grand bénéfice des entreprises. Merci beaucoup. Alors, il y a une question complémentaire qui vient d'apparaître. Il y en a plusieurs. Il y en a qui parle du pacte du trail. Alors, je ne suis pas compétent pour certes, les parts sociales ne sont pas des titres négociables, mais dans ce cas, il peut y avoir un intérêt certain. Ça va. Je suis assez calé là-dessus. Je ne sais pas. Un pacte du trail, c'est un effet fiscal pour transmettre une entreprise en abattement de droits lorsque l'actionnariat est un actionnaire familial. Après, je pense que forcément. Sur la liquidité de la part sociale, mais c'est déjà liquide, on peut acheter. Voilà. Qu'est-ce que vous avez pour une entreprise? Quelles sont les modalités financières pour bénéficier de votre nouveau service concernant le recouvrement des impayés? Alors, les impayés, c'est un service qu'on a mûrement réfléchi et qu'on a identifié comme au service de l'économie dans le cadre de la trésorerie des entreprises, puisque la pandémie et le Covid ont certes permis à des entreprises d'obtenir des prêts garantis par l'État pour soigner leur trésorerie, mais on constate une augmentation des impayés considérable. Et c'est vrai que l'institution judiciaire, par le biais du dépôt des requêtes en injonction de payer devant le tribunal de commerce, c'est un excellent moyen d'obtenir rapidement un titre exécutoire et de recouvrer des créances par le biais du juge, sans débat contradictoire. Cependant, on pensait qu'une offre de service en partenariat avec les commissaires de justice, qui sont les anciens huissiers, permettait finalement de recouvrer amiablement beaucoup de créances avant de saisir le tribunal de commerce. Et aujourd'hui, on a lancé le service mi-décembre et ça semble rencontrer son marché, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont une confiance importante en Infogreffe, puisque c'est une marque qui est implantée depuis 1986 et avec une délégation de service public, une marque qui inspire confiance. Nous avons de nombreux entrepreneurs qui souhaitent utiliser le service et il n'y a pas de contrainte particulière, il n'y a pas d'abonnement, c'est vous utilisez le service, vous utilisez une fois le service, la créance est inférieure à 500 €, c'est 60 €. Et si elle est supérieure à 500 €, il y a un droit proportionnel qui est pris sur le recouvrement de la créance. Voilà ce que je pouvais vous dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? C'est là-dessus. Est-ce qu'il faut-il les numéroter pour bien visualiser les parts sociales? Oui, c'est préférable, mais ce n'est pas obligatoire. Pas de questions pour vous? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il n'y avait pas une. Elle a été. Il y en a eu 3 sur le guichet unique. Et si vous remontez, j'avais l'impression qu'il y a une question sur les hackers. Vous avez. Ah oui, les ransom. C'était quoi? Elle était plus haut. Voilà, juste là. Julien Chalin. C'est pour toi, ça. La solution présentée propose-t-elle un coffre-fort inviolable pour protéger ces données? Oui. Nous avons besoin de nous protéger de tout ce qui se passe avec les ransomware et les hackers en lien avec ce que vous êtes sur la cybersécurité. Donc, je vous laisse répondre. Alors, les données que nous conservons sont protégées à différentes manières. La première manière, c'est qu'on fait appel à des sous-traitants dont c'est le métier, et des sous-traitants français. Donc, les deux principaux sous-traitants en termes de stockage de données, c'est Orange et OVH. Donc, on ne va pas s'inventer un métier alors que c'est très compliqué d'être un cloud de stockage en tant que prestataire de service. Là-dessus, eux-mêmes répondent à des normes qui sont très poussées. On les a choisis puisqu'ils sont souverains, c'est-à-dire que s'il y a un problème, et un problème profond, il y a des gens sur le territoire français qu'on peut rapidement convoquer devant un juge ou même si j'ose dire la gendarmerie ou la police peut intervenir, si jamais il y avait des données. Je dis ça un petit peu en plaisantant, mais quand vous avez vos données qui sont stockées en Amérique latine, en Asie ou aux États-Unis, c'est plus compliqué de faire intervenir des personnes de justice. Donc c'est pour ça que nous, on ne stocke que sur
enfin que en cloud souverain, comme on dit, avec une possibilité d'intervenir dans les meilleurs délais, avec les moyens de droit français, qui ont eux-mêmes toutes les certifications. Et en plus, on a prévu une possibilité, une option, qui est l'option de la norme CCFN. C'est-à-dire que si vous le souhaitez, vous pouvez en plus prendre une option payante pour répondre à des normes. Alors, certains de nos clients, avocats, experts comptables, holding, différentes sociétés ou professionnels de droit du chiffre, notaires, etc., ont besoin, pour des raisons qui leur appartiennent, de stocker leurs données avec des critères qui sont des critères certifiés coffre-fort numérique, avec toute une palette de normes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Si ça vous intéresse, on prendra contact notamment avec mes spécialistes dans l'entreprise qui s'occupent du stockage de données. Et donc, on a aussi ça en option. Donc, a priori, on a pris toutes les mesures pour que les données soient pas susceptibles d'être hackées. Alors, je dis ça, je ne suis pas moi-même, je ne peux pas garantir à 4000%. On a pris tout ce qu'on pouvait prendre et on a des dizaines de développeurs qui travaillent dessus au quotidien. Je pense qu'on est très, très, très bien protégé. Cela dit, bon, il y a des vents de hackers spéciaux des fois. Normalement, il n'y a pas de problème, on n'en a jamais eu. Et on conserve, on est à plusieurs milliers de milliards d'euros de valeur de capital social en stockage. Donc, on fait plus que très attention. C'est normé. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des compléments que vous voudriez apporter, des choses qu'on a oubliées pendant ces échanges? Je parlais de souveraineté numérique. Vous en avez parlé dans vos propos en conclusion. C'est un point qui est très important et Infogreffe et les grades de commerce dans leurs attributions sont très sensibles à l'économie, à l'industrie française. Tous nos prestataires sont des prestataires français ou européens. Les solutions de cloud ou de stockage sont des solutions qu'on a regardées attentivement et qui correspondent à des critères de souveraineté numérique et de souveraineté européenne ou française le plus souvent. Voilà, donc nous, dans la stratégie que nous déployons, nous sommes très attentifs à ces sujets et nous l'avons toujours été. On n'a pas attendu que M. Breton devienne commissaire européen pour se soucier de ces sujets-là. La profession de vérification du commerce a toujours été très sensible à la donnée, où elle se situait et où était accessible. Pour nous, c'est effectivement un tribunal de commerce qui est enraciné dans ses archives. Et on a des archives qui étaient chez nous. Et quand on les a confiées à des tiers, on a eu ce souci de savoir qui était ce tiers, où était ce tiers, où étaient nos archives. Donc, dans la projection numérique de notre profession, on veut garder notre enracinement en France, en Europe, pour garantir, je pense, des libertés ou des droits fondamentaux que nous gérons au quotidien. Merci beaucoup pour ce point très important. Pas de complément. Écoutez, il me reste à vous remercier, vous deux, Simon et Jean-François. Vous remercier toutes et tous d'avoir suivi ce webinaire qui, je l'espère, a répondu à vos attentes et que vous pourrez retrouver par la suite. Donc, merci beaucoup et on espère à très bientôt. Merci, au revoir.